RMC. Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Basket Time. Final seconds. Bryant for the win. Pierre Dorian. Basket Time sur RMC, votre rendez-vous basket du mardi à télécharger sur rmc.fr avec aujourd'hui Stephen Brun, Fred Weiss et Arnaud Valadon. Salut les gars. Salut mon petit Pierrot. Salut. Émission exceptionnelle, il n'a pas enlevé sa casquette malgré le casque radio sur les oreilles. C'est Evan Fournier qui va passer cette grosse demi-heure avec nous. Salut Evan. Salut, ça va bien? Très bien, tranquille, on est très content de te recevoir surtout. Ouais, c'est gentil, merci. Je suis en France depuis quelques jours, donc voilà, c'est cool de vous voir. Déjà passé par Orléans, il paraît, parce que Stephen t'a croisé sur place. Je crois que c'était pas un hasard. Très attaché à la ville d'Orléans, Evan. Hein. Pour plusieurs raisons. De un, j'ai ma belle famille qui vit là-bas, et puis de deux, mon père a coaché là-bas pendant de nombreuses années à l'USO, donc le club de judo, et donc ouais, je traîne là-bas depuis pas mal longtemps. Belle file d'attente à la mi-temps, à la fin du match pour faire un selfie et un autographe avec Evan. T'as cru que c'était toi qu'ils attendaient, Stephen? Au début, oui, je dis non, relou. Après, j'ai vu Evan, je dis merci, c'est pas pour moi. Ça va, t'es en vacances depuis combien de temps? Quelques jours. Mon dernier match, c'était le 10. C'est quoi le programme là quand il n'y a plus de match, quand le prochain rassemblement des Bleus, c'est au mois de juillet? Tu fais quoi de tes journées? Écoute, là, je fais un programme un peu différent. Normalement, je m'arrête et je pars direct en vacances au soleil pendant 2-3 semaines. Là, je m'entraîne. Je suis sur de la prépa physique et parce que mine de rien je vieillis, même si j'ai pas encore 30 ans, je sens que sur mon corps je commence à vieillir, donc il faut que je m'entretienne un peu plus. Et je me prends une petite semaine en Italie là, je pars vendredi. Evan Fournier donc avec nous dans Basket Time. On va bien sûr revenir sur la saison des Knicks et puis sur l'équipe de France avec ton nouveau copain Kevin Durant. Enfin, je sais pas si c'est spécialement à toi qui s'adressait, mais France-USA, jusqu'où ira la rivalité? C'est assez excitant la perspective des JO de Paris 2024 au vu des déclarations de Kevin Durant. Tu nous feras le 5 majeur de ta carrière en club. Je précise en club, le 5 que tu préfères, ou en tout cas celui qui serait peut-être 5 meilleurs joueurs. Le plus performant, absolument. Non, ça aurait pu être avec affinité. Après, tu choisis un peu comme tu veux, hein. C'est toujours un peu subjectif ces histoires-là. Hein. Oui. Toi, par exemple, est-ce que tu choisirais les meilleurs ou est-ce que tu choisirais tes potes? J'ai pas beaucoup de potes, donc je pense que je choisirais les meilleurs, Pierrot. On finira par un quiz sur les playoffs. Je sais que ces derniers temps, vous n'étiez pas très contents, les quiz étaient un peu trop compliqués. Non, si, moi, le dernier quiz m'a bien plu. On était allé chercher un peu trop loin des statistiques un peu C'est bien, moi j'aime bien les statistiques. Donc on va revenir à un truc plus calme, plus simple. Merci Pierrot. Allez, c'est parti, Basket Time, tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Fournier from the corner knocks it home. Boy. And Fournier with a three at the other end. Fournier takes out his do-it-yourself kit. And it was the off-the-glass three-point shot do-it-yourself kit. Fournier still all the points. He knocked down a three, made one free throw, and add two more to the mix. He has been the Knicks scoring thus far. Fournier, step back three. Pure as it gets. C'est un Basket Time spécial Evan Fournier. On va démarrer par la saison des Knicks. Evan, forcément décevante puisqu'il n'y a pas eu de play-in. Vous échouez à la 11e place. À titre personnel, c'est une première saison à 14 points de moyenne. C'est quoi ton bilan? Est-ce que ne pas se qualifier pour les play-in, c'est une énorme désillusion? Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez vécu, en tout cas vous? Oui, bien sûr. Bien sûr, l'année dernière, donc lors de ma signature, il restait sur une saison où il finissait 4e de la conférence, donc avantage du terrain pour les playoffs. Là, on arrive avec un nouvel effectif, des meilleurs joueurs, ou en tout cas sur le papier, et puis ça colle pas, quoi. Donc le fait d'avoir raté la saison, forcément, c'est super décevant. Surtout qu'au début de saison, tout se passe bien, on gagne des matchs, la ville est en fusion. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, et après ça prend un virage. Ça prend un virage et notre saison, ça s'est mal passé, quoi. Vous avez jamais réussi à trouver une alchimie en fait dans cette équipe-là. Alors il y a eu des choses un peu étranges, Kemba Walker mis de côté, puis revenu sur le terrain, D-Rose qui disparaît, qui est blessé. Il n'y a jamais eu de cohésion d'équipe et d'homogénéité sur la saison entière en fait. Il y a eu un problème de consistency. Consistance, régularité. De régularité, vraiment. On a eu des passages vraiment où ça se passait bien, il y avait du bon jeu, enfin du jeu intéressant. Et le problème, c'est que quand tu as 82 matchs, souvent les meilleures équipes, elles arrivent à trouver une espèce de rythme sur lequel elles jouent et sur quoi, et vraiment, tu sais sur quoi tu t'appuies. Et nous, ça n'a jamais été le cas, c'était beaucoup trop changeant.
Et on n'a jamais réussi à trouver notre rythme de croisière. Et vraiment, c'est super décevant. Toi, je suppose que vous avez déjà fait une sorte de bilan d'analyse de cette saison. Est-ce que tu sais déjà ce qui doit changer pour la saison prochaine? Est-ce que vous avez déjà évoqué ce sujet-là? Avec l'équipe? Ouais. Ou est-ce que c'est trop tôt? Non, non, il y a beaucoup de points sur lesquels on sait qu'on doit s'améliorer. Après, sincèrement, tu vas pas tirer des conclusions, sachant que l'été commence. Ça se trouve, il y a la moitié d'équipe qui part là. Ah, ça c'est possible dès cette saison? Bah oui, bien sûr. Parce que tu as déclaré il n'y a pas longtemps que, en gros, vous auriez une grosse pression la saison prochaine. Sinon, tout le monde va prendre un coup de pied aux fesses. Mais ça peut être dès cet été, donc. Oui, mais ça, c'est dans chaque équipe. Bien sûr. Que tu gagnes ou que tu perdes. Même dans les équipes qui gagnent, les équipes sont toujours en train de se renforcer. Il y a la draft, il y a la free agency. Et voilà, ça bouge partout. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer cet été. Après, admettons qu'on garde vraiment notre équipe. Bah oui, il faut qu'on trouve de la constance, il faut qu'on soit plus dur défensivement, il faut qu'on soit plus intelligent en attaque. Et voilà, après, bon, je te donne un peu les grosses lignes. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'axes de progression. Sachant que tout le monde est sous contrat chez les Knicks, sauf Mitchell Robinson, je crois qu'il arrive en fin de contrat. Donc si plus difficile de changer l'équipe. Ça sera des trades. Mais justement, quand on trouve de la stabilité en NBA, moi, c'est vraiment une question que je me suis toujours posée. Ça bouge tellement tout le temps, tu peux toujours être tradé à n'importe quel moment. Surtout à New York, il y a une Surtout à franchise New York, où il y a quand même vivante. beaucoup de pression. Comment tu trouves la stabilité, justement? C'est-à-dire que je pense que ça se trouve d'abord individuellement. Il faut trouver son rôle, il faut faire son boulot, il faut donner le meilleur de soi-même tous les soirs. Et puis après, c'est les entraînements, c'est des matchs. Et c'est la NBA. Donc, moi, c'est ma 10e saison maintenant. Donc, je dirais que c'est un rythme que tu trouves en saison. Et tu essaies de le faire chaque soir. Tu essaies de jouer avec consistance chaque soir. Mais pour les plus jeunes, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de jeunes, nous, dans notre équipe cette année. Eux, ils sont là en train de se chercher un petit peu. Et c'est le rôle des vétérans, justement, de poser un peu les bases. Tout est différent au Knicks, Evan, parce que voilà, c'est un gros marché. On sait que les cols blancs de Wall Street qui viennent vous voir pratiquement toutes les semaines, par rapport à ce que tu as connu à Denver, à Orlando, qui sont jugés des plus petits marchés, entre guillemets, même si Denver, c'est une grosse ville. Tu sens vraiment l'environnement, le poids de la presse aussi. Tu as pas mal de gros tabloïds à New York. Tout change vraiment quand on joue au Knicks par rapport à d'autres franchises, celles que tu as connues? Ça dépend. Le poids de la presse, non. Sincèrement, ça, c'est vraiment quelque chose... Sincèrement, si tu touches pas à ton portable, le poids de la presse, tu le sens pas. C'est aussi simple que ça. Si tu lis pas les papiers, si tu n'écoutes pas la radio, les podcasts... Mais c'est possible, ça? Tu lis, toi, ou tu lis pas? Ouais, non, moi, je lis rien. Pas regarder. Tu lis rien? Je lis rien, mais j'ai jamais rien lu, en fait. C'est juste moi. Même à Poitiers, tu lisais pas le petit journal, le dimanche matin? Clairement pas, non, j'étais pas sur les forums. Mais non, le poids de la presse, non. Franchement, non. Après, ce qui change réellement, c'est plutôt l'impact des fans dans la salle et leur engouement. Voilà, et puis le fait que tu es beaucoup plus souvent sur la télé nationale. Mais sinon, en vrai, ça reste de la NBA, c'est du basket, mais c'est un très gros marché et en tout cas, c'est super plaisant. Mais tu ressens pas plus de pression à New York qu'à Orlando, clairement? La pression, ça dépend. Quelle pression, en fait? De quoi on parle exactement? Mais qui met la pression, justement, à New York? Spike Lee au bord du Qui met le plus de pression? Ouais, mais justement, à l'intérieur de détermine la l'équipe, pression. C'est quoi la pression? C'est quoi réellement? C'est le fait qu'une équipe puisse travailler tranquillement, en fait. C'est juste ça. En tout cas, c'est l'impression que ça fait. Tu as l'impression qu'à New York, ça va trop vite. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps d'être moyen, d'être médiocre, de travailler, tout simplement. Je sais pas le parallèle s'il est bon, mais moi, ça me fait penser au PSG en France. C'est-à-dire que très vite, on va remettre tu te prends des critiques, tu te prends... tout prend un tour dramatique, en fait, quoi. Ouais, mais ça, c'est pour les gens qui sont à l'extérieur de l'équipe, où, en fait, soit ce sont des fans qui sont passionnés, donc qui parlent tout le temps de l'équipe, soit ce sont des médias, et, comme je t'ai dit, on s'en fout, quoi. On n'écoute pas vraiment ça, donc... en vrai, non, moi, c'est quelque chose dont beaucoup de monde me parlait, la pression à New York, les médias, tout ça. Peanuts, en fait. C'est pareil. Non, je te jure, c'est pareil. Ça dépend plus de l'individu, finalement, que de l'organisation. C'est-à-dire que toi, t'es pas sensible à ça, et finalement, que ce soit à Orlando ou à New York, c'est pareil, quoi. C'est ce que tu dis. C'est pareil. Après, il y a plus de monde. Il y a plus de monde après les entraînements. Les questions sont peut-être un peu plus tranchantes en conf de presse. Avec des journalistes, tu sens, qui ont beaucoup d'expérience et qui sont là pour poser des questions un peu alambiquées. Pertinentes, tu vois. C'est même pas des questions qui fâchent, c'est des questions qui sont pertinentes. Les mecs, ils font leur boulot, quoi. Et puis les fans qui sont
eux, par contre, très, très. Ouais, d'accord. Allez, le seul truc, c'est si les fans, tu te mets les fans à dos, là, ça peut vraiment être dur pour toi parce qu'ils vont pas te lâcher. Mais comme je t'ai dit, même ça, en vrai, les interactions avec les fans, c'est quasiment jamais négatif. Donc, c'est simple, il faut que tu log off Twitter et après, c'est bon, quoi, c'est fini. Alors justement, si tu parles de Twitter, il y a quelques jours, là, toi, tu as été critiqué suite à un tweet qui faisait peut-être référence d'ailleurs aux Nets. Bon, je suis pas sûr, mais tu peux peut-être nous le dire. Tu as été critiqué sur ton aspect défensif. Tu as répondu sur Twitter. Est-ce que finalement, tu regrettes pas d'avoir simplement répondu parce que comme tu De dis, quel tweet tu parles? alors C'est pas ça dit, it's not about winning anymore. Ouais, c'était NBA. pas sur ma défense, hein, par contre. non, non. les réponses des tweetos en fait ont été d'accord. axées sur toi, ton jeu défensif. Ou alors j'ai pas compris quelque chose. Non, hein, mais- non, c'était pas ça pour le coup. Non, pour le coup, je réagissais au fait que Ben Simmons joue pas. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est tout. Je réagissais au fait que Ben Simmons joue pas et enfin, moi, je trouve ça incompréhensible. Enfin, bref. Et donc, bah, c'est Twitter. Donc, quand tu mets. je sais pas- Là, t'as pas log off, hein, Twitter. non, mais par exemple, tu vois, je mets mon truc. Après, je bouge. Ah, Je suis ok. pas là en train de dire toutes mes mentions, tu Par vois. contre, après, quand tu recheck, il y a quelques mentions, par contre. Ouais, j'ai des mentions. Même, tu vois, même ça, genre. Mais t'as quand même répondu à un truc du style ce que je sais, c'est à quel point je travaille dur. ouais. Ça, c'était quand même une réponse à certaines critiques, je suppose, non? Non, pas du tout, non. Pas spécialement. Non, D'accord. c'était quelque chose que j'avais sur le cœur, je le pensais vraiment. C'est quand je vois par exemple ce qu'il a fait Ben Simmons depuis un an, Il a- tu il a- peux il a- critiquer mon game autant que tu veux, il a rien fait, Ben Simmons, mais depuis un ouais, voilà. Mais moi je ferais jamais ça, jamais. D'accord. Donc Compris. respect, tu vois ce que je veux dire. Ça avait rien à voir avec les gens qui critiquent le tweet que je viens de mettre, rien à voir. Et j'ai envie de parler basket. J'ai l'impression que ton rôle, il a un peu évolué. À Orlando, tu avais quand même beaucoup le ballon dans la main, jeu de situation de pick and roll. Ouais. Et là, j'ai l'impression que tu es devenu un peu un spot-up shooter ou un spécialiste du tir à 3 points. C'était prévu ça en arrivant à New York ou c'est juste la configuration d'équipe qui fait que, ok, tu as dû te transformer peut-être parfois en mec en bout de chaîne avec les mains en l'air qui attend les extra passes? Bah, je pense que tu connais déjà la réponse. Mais, mais non, c'était pas prévu, non. Non, c'était pas prévu, mais ça fait partie des aléas un peu de la NBA enfin, pas de la NBA, du monde pro tout simplement, où tu signes dans un club, tu signes dans un endroit, et puis après, il y a la réalité du terrain qui fait que, de par les associations, de par les systèmes qui sont mis en place, de par le rythme de l'équipe, bah, t'es un peu obligé de t'adapter, quoi. Nous, on est dans une équipe à New York où il y a beaucoup de gars qui sont forts balle en main. Personne joue vraiment sans la balle. Je me retrouve un peu en étant seul avec des capacités sur ce domaine-là. Donc, bah, il faut que j'ai de l'équipe du mieux que possible. Et bon, bah, on peut pas être 5 avec la balle, quoi. Et, Donc, je me retrouve à faire des choses que je faisais pas forcément avant. et Evan a battu un record de franchise avec les Knicks, celui du plus grand nombre de 3 points réussis. On s'est arrêté à 241, record battu de John Stark, illustre meneur des années 90. Tu pourrais même être prochainement dans le top 10 puisque c'est Derek Harper avec 263 points réussis là sur tout un passage aux Knicks. Quand on regarde un petit peu ton équilibre entre les tirs à 3 points et tirs à 2 points, c'est la première fois en carrière, tu as déjà donné des bigs, mais tu as autant tiré à 3 points et presque aussi peu à 2 points. C'est vraiment de l'adaptation. Ouais, bah, il y a eu un passage. Donc, j'ai pas eu un déclic, mais je dirais qu'il y a eu une certaine forme de compréhension à partir du 1er janvier où je me disais, bon, bah écoute, ça va pas comme ça, parce que je vois que ce que je sais faire, j'ai du mal à vraiment produire parce que les situations sont pas là, ou alors je suis obligé de forcer, et donc après je joue hors rythme. Et quand t'es un joueur avec mes qualités, c'est pas facile de jamais savoir comment tu vas recevoir la balle, dans quelles conditions, comment scorer. Donc, t'es mécontent de ton rôle par rapport à ça? Enfin, mécontent, je sais pas si c'est le terme, mais en tous les cas, c'est pas le rôle que tu aurais affectionné à avoir, forcément. Bah, non, mais après, tu sais, enfin, je pense tous les joueurs qui ont pu jouer, on veut tous plus la balle. On veut c'est tous sûr. plus la balle, on veut tous être dans des meilleures positions. Donc, comme je t'ai dit, en vrai, c'était ce que j'étais en train d'expliquer. Je me dis, écoute, soit je me prends la tête avec tout le monde jusqu'à la fin de saison et je reste sur mes positions et vas-y, non, genre, je fais que ce que j'ai toujours fait en NBA. Et au final, ça a mal se passé pour moi. Ou alors, j'essaie de m'adapter et puis j'essaie de trouver des solutions et j'essaie de rentrer dans un rôle qui est un peu différent. Et au final, c'est ce que j'ai fait. Donc, je trouve que bah ouais, j'ai été super intéressant sur cette partie-là de la saison. Je termine quand même 4e en termes de 3 points marqués. J'ai développé une vraie panoplie de tirs à 3 points sur mes step backs, sur mes escape dribbles, sur Hand-off. mes fins de tir, hand-off, tout ça. Donc,
c'est des choses que je faisais pas, donc j'ai beaucoup progressé. Au final, c'est genre, je sais plus comment on dit ça, c'est une corde qui s'ajoute à mon arc. Ouais. C'est bon, c'est bon. C'est ça, c'est bon. Et donc, Elle est très dangereuse celle-là, ouais, parce ouais. qu'on peut facilement se planter. j'allais dire n'importe quoi. Et au final, c'est quelque chose qui s'ajoute à mon jeu. Et Ouais, mais s'adapter, c'est une preuve d'intelligence. Alors ça on n'en doutait pas, mais ça te rend pas heureux forcément. C'est ça que je veux dire. C'est que, oui, je comprends, tu t'es adapté parce que tu sentais que c'était l'obligation que tu avais d'adapter ton jeu, mais ça te rend pas heureux forcément dans le jeu, justement. ouais, mais après, t'es pas là pour être heureux, t'es là pour gagner des matchs et essayer de rendre l'équipe meilleure. Donc, moi, je kifferais avoir la balle tout le temps, jouer 48 minutes. Bien sûr, là, je serais au max. Comme RJ Barrett. RJ Barrett, il est content. Alors, je vais pas demander à Evan de réagir, mais RJ Barrett, petit glouton quand même. Pas facile. Donc, Après, il y a beaucoup de gloutons en NBA de toute façon. Hein, Oui, c'est vrai. Stephen. On est avec Evan Fournier. Evan, je suppose que tu suis évidemment les playoffs depuis la France. Boston est déjà qualifié pour les demi de conférence et la plus grosse surprise peut-être, c'est la façon dont Boston a sweepé Brooklyn. Tu t'y attendais? C'est quelque chose qui est finalement pas si surprenant que ça? Moi, j'avais dit 4-1. Non, je suis 4-0, ouais, c'est surprenant quand même. J'aurais pensé que le Game 3, il serait parti pour Brooklyn. Mais, tu sais, les gars, Brooklyn, ils ont fini 7ème. Hein. Oui. Tu peux dire ce que tu veux, ils ont fini 7ème. Ils ont fini 7ème avec un bilan ex-aequo avec les 8e et 9e. Donc, ils ont fait c'était une saison galère pour eux. Il y a Kyrie qui n'était pas là. KD qui a loupé 2 mois et demi. Ouais, blessure. T'as James Harden qui s'est fait trader en pleine saison. Après, tu rajoutes 2 mecs dans l'équipe avec Curry, Drummond, et il faut les intégrer. C'est pas facile. Puis après, t'arrives en playoff, tu te prends l'équipe qui est un peu la plus chaude à l'Est en ce moment. Donc, non, c'est une situation bizarre là-bas. Hein. Après, si on fait un petit tour de ce qui se passe pour l'instant, Stephen, toi, t'es étonné de la façon dont ça s'est réglé cette série-là? Le niveau de Boston, peut-être Le niveau de Boston, après, c'était l'équipe qui était en chaleur. Hein, mais ils ont quand même perdu leur pivot juste avant les playoffs. Donc, on en a parlé ici, que défensivement, ça pouvait quand même être préjudiciable. Après, cette défaite des Nets me redonne foi en l'humanité, Pierrot. Parce que le basket. Tu vas à peine loin dans ton expression. Non, parce que pour moi, ma vision du basket, c'est avoir un peu une construction d'équipe, travailler une alchimie d'équipe. Appuyer sur un interrupteur. Exactement, pas une équipe où KD est pas là 2 mois et demi. Où il y a un garçon qui est certes un joueur hors norme, Kyrie Irving, mais qui est un peu farfelu, qui joue pas la moitié des matchs à domicile, qui joue que les matchs à l'extérieur. Donc ça me redonne goût au basket. Après, en fait. ils ont quand même pas eu de chance. C'est-à-dire qu'au départ, quand ils regroupent ces trois-là, ils sont pas censés savoir qu'il y a la moitié, qu'ils vont rater la moitié des matchs sur blessure, que Kyrie Irving, mais si James Harden se barre, Pierrot, est-ce que lui comprend pas plus rapidement que les autres qu'en fait ici il arrivera pas à être champion NBA? Moi je pense quand même que c'est pas comme dit Fred la fin des super teams, je pense pas. Moi je pense qu'on arrive je pense qu'on arrive à une fin. On n'est pas loin hein. Moi je pense que effectivement je pense qu'il y a une évolution par rapport à ça. Les deux très sont bons pas joueurs maintenant et compatibles. des joueurs plus de compléments qui apportent vraiment pas des vétérans. Ça a mis un coup quand même. Ça a mis un coup. Moi je suis d'accord, ça a mis un coup à vraiment monter des équipes comme ça. Là où on a eu chaud au cul, c'est plutôt l'année dernière où à 2 cm KD met son tir pour battre Milwaukee et ils vont au bout. Et ils vont au bout parce que du coup ça donne du temps pour James Harden et Kyrie de revenir de blessure, et l'année dernière ils gagnent, sûr. Mais parce que tu vois, tu peux aussi faire des big teams, des super teams en travaillant, parce que là le problème c'est qu'ils n'ont jamais pu travailler ensemble et c'est pas vraiment tu peux pas tout leur reprocher non plus. Ils laissent pas le temps, ces équipes là, les mecs veulent se barrer parce qu'aujourd'hui ils sont dans une quête d'être champion NBA, donc ils ont pas le temps de construire et de travailler. Milwaukee a travaillé, ils y arrivent. Il faut le résultat immédiat. Mais la super team qui a fonctionné directement, c'est les Warriors quand KD est arrivé, sauf que les Warriors gagnaient déjà avant Kevin Durant. Tu rajoutes Kevin Durant. C'est différent. Les Warriors, c'est très différent. C'est pas une super team qu'ils ont fait. Ils ont juste rajouté un joueur. Ils ont rajouté un joueur, c'est Kevin Durant. Bon, il se trouve que ça reste un joueur énorme. Mais ils ont juste rajouté un joueur. Brooklyn, ils ont refait vraiment leur effectif comme ça. Ouais, toute l'équipe comme ça. Quoi. Alors sur les autres confrontations, il y a quand même 2-3 surprises. Pour l'instant, peut-être le niveau des Pelicans face à Phoenix. Alors ces playoffs, un truc qui me gêne, c'est qu'il y a les impondérables, les blessures, en fait, faussent un petit peu tout. Faussent un petit peu tout. Je pense que c'est Devin Booker, l'absence de Devin Booker est pété. Chris Middleton s'est pété aussi pour les Bucks. Joel Embiid, il joue avec un pouce en moins. On a vu Doncic au début de la série, même s'il est revenu.
Donc ça redistribue un petit peu les cartes, mais c'est sûr que les Pelicans, ils font. Brandon Ingram est fantastique, Valanciunas a détruit la raquette des Suns sur le match 4. Et puis quand tu voudras m'interroger sur mes petits Mavs, je reviendrai prendre la parole. Le problème, c'est que cette série-là, on se pose surtout des questions sur Utah. En vérité, ce que produisent les Mavs n'est pas très surprenant. Ce qui est inquiétant, c'est cette franchise. Ce que produit les Mavs sur les 2 premiers matchs sans Luka Doncic, c'est quand même. Non, mais c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que le point de cette série, c'est que vaut Utah aujourd'hui. T'as l'impression que la franchise est en train de partir en sucette complet, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en Mais pensez. justement, est-ce que tu as parlé à Rudy, toi, Evan, par rapport à ça? Est-ce que tu as évoqué un petit peu ce qui se passait? Parce que de l'extérieur, on a l'impression que c'est une franchise qui est en train d'imploser. Ouais, après, si tu crois que je vais te, Non, mais si tu crois que je vais te dire ce que me dit Rudy. Mais je te demande, à aucun moment, je t'ai demandé de dire Si tu veux, tu nous le dis et on le diffuse qu'une fois qu'il est parti. Oui, bah bien sûr. Oui, bien sûr. Rudy, c'est mon gars depuis qu'on a 13 ans même. Donc, ouais, on en parle. Après, tu sais, quand tu es dans une équipe, t'as aucune autre perspective. Tu vis que ta saison, tu as juste tes coéquipiers. Et donc, tout ce qui se fait de mal, tu as l'impression que ça arrive qu'à toi. Et moi, de l'extérieur, tout le monde est en train de dire ouais, il faut qu'il casse l'équipe, Mais les gars, là on parle de Salt Lake. Donc pas sûr de retoucher des gros poissons comme bah ça. non, bien sûr que non. Donc tu as Donovan et tu as Rudy, tu les gardes ensemble et tu les fais marcher, c'est tout. Tu peux pas compter sur une draft, tu peux pas compter sur Un gros free agent. un gros free agent. Donc en vrai, t'as pas le choix. Donc alors oui, cette année, c'est sûr qu'ils font une saison plutôt décevante. Je pense que le fait de perdre Joe Ingles, c'était très Oui. grave pour eux. Parce que c'était un peu le seul créateur qui faisait beaucoup de passes, qui faisait jouer. Mais voilà. Mais tu as évoqué Donovan Mitchell, on parle de lui justement dans des franchises plus relevées, entre guillemets, en termes de marketing, etc. Donc est-ce que ça gêne pas aussi, ce genre de bruit de couloir, j'allais dire? Bah ça c'est Encore une fois, c'est la NBA, bien sûr, mais c'est personnel, c'est individuel. Chacun le prend. Je sais pas comment ils le prennent, les gars. Je sais pas comment Mitchell. Je sais pas quelles sont ses réelles intentions. Je le connais pas. Je suis pas dans l'équipe. Je peux pas savoir. Mais déjà, il faut arrêter vraiment de les mettre en opposition les deux. Ils ont Rudy a besoin de Donovan a besoin de Rudy. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Et tu trouves que Sur le match globalement, 4, où Donovan Mitchell envoie Rudy vers le Faut set pas qu'il y ait et de la gagne le gagne. match. Faut pas qu'il y ait de la Donovan gagne. Mitchell pété hier, hein. Se tient d'ischio, il sort. il est à la fin sorti du match. et a priori, blessé, sérieusement. Et tu trouves que la NBA est cruelle avec Rudy globalement? Parce que cette saison, il a quand même subi pas mal de critiques. De qui? Je crois récemment, c'est quoi? C'est Stephen A. Smith, Draymond Green, c'est ça? Non, mais Draymond, il faut qu'il se calme, Laus. Non, mais c'est vrai. Genre, non, mais je suis d'accord, c'est il vrai. est tout le temps sur insupportable. Rudy. Il fait un complexe. Pourquoi il est sur ses côtes? Parce qu'il prend moins d'oseille que Rudy? Écoute, je sais pas. Moi, de l'extérieur, je me dis qu'il y a forcément un bif entre eux. Je sais pas, genre, ils se sont tapés la même meuf ou un truc, je sais pas. Non, mais je rigole même pas. Ah, tu penses qu'il y a un délire comme ça? Bah, je sais pas, j'en sais rien en vrai. Genre, Non, mais c'est personnel, c'est vrai que ça a l'air ça personnel. a l'air vraiment. personnel, Ouais. c'est pas possible. Rudy a une plus grosse piche que Draymond. C'est pas On en est possible. là, donc. Non, mais c'est d'accord. pas possible d'être sur Rudy comme ça. Enfin, Il le lâche pas d'une semaine. hein. Il le lâche pas d'une semaine. Donc, soit il fait un complexe d'infériorité et il est jaloux des POI. Ouais. Soit il y a un bif perso, je sais pas. Evan Fournier avec nous dans Basket Time cette semaine, à télécharger donc sur rmc.fr tous les mardis. On va parler de l'équipe de France et du coup de Team USA. Pour les Français, Rudy Gobert, Gershon Yabusele, Evan Fournier, Nando De Colo et Nicolas Batum, ce sont les 5 attendus 21 ans après Sydney. De nouveau, un France-États-Unis en finale du tournoi olympique de basket. 8 secondes 8. C'est parti, la remise en jeu Nando De Colo à l'opposé pour Nicolas Batum avec dans le corner Nico, l'airball, c'est terminé. La France s'incline en finale des Jeux Olympiques, mais on est fiers de vous. 87-82, oui on aura beaucoup de regrets. Bravo messieurs, bravo pour votre tournoi. C'est tellement dur d'aller chercher une médaille olympique. Nous sommes fiers de vous. Alors les JO, on peut dire, ont laissé des traces, en tout cas ont marqué l'histoire des confrontations entre la France et les États-Unis avec cette victoire des Bleus au premier tour, la finale ensuite, et Kevin Durant quand même, alors qui a eu les déclarations qu'on va écouter, qui a dit clairement aujourd'hui, les Français c'est la cible, je ne les aime pas. And there's just something about that France team. They beat us and J'ai vraiment quelque chose contre cette équipe de France. Ils nous ont battus aux Jeux Olympiques. Je n'aime aucun d'entre eux, même si je les respecte. C'est des bons gars, et si je les vois en dehors du terrain, je les prendrai dans mes bras. Mais c'est juste une de ces équipes avec des joueurs que je n'aime pas.
Je veux les battre à chaque fois avec la manière, parce qu'ils nous ont battus au JO. Because they beat us in the Olympics. Est-ce que tu t'attendais à de telles déclarations? Je trouve ça assez fou, quand même, de la part de Kevin Durant, qui s'arrête comme ça sur cette défaite avec tant d'aigreur, quoi. Moi, j'ai trouvé ça assez dingue. Après, ça fait tâche dans leur CV parce que c'est la seule et unique équipe de Qui a Team USA perdu qui est au champion JO. olympique, qui a perdu un match. Donc je pense qu'ils ont un peu les boules. Non, mais moi je trouve ça normal en vrai. C'est juste que j'ai trouvé ça cool d'ailleurs que Kevin soit aussi honnête au micro de son podcast là. Parce que non, c'est normal, c'est de la compétition. De la rivalité, quoi. Non, c'est même pas une rivalité. Je suis pas sûr que ce soit une rivalité pour eux. Il faudrait qu'on gagne une compète pour appeler ça une Ils rivalité. continuent à plus nous respecter. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand moi personnellement, Ils depuis que connaissent le nom des joueurs depuis que je suis maintenant, gamin, alors, quand je joue, le gars qui est en face de moi, je l'aime pas, c'est tout, Mhm. c'est comme ça, tu vois. Et on les a bien tapés en poule, on les avait tapés à la Coupe du Monde. Et puis personnellement, avec Kevin Durant, maintenant, on joue depuis quelques années en NBA, on s'est rencontrés en playoff, on s'est dit 2-3 mots doux, tu vois. Et donc, Ah, tu trash talk, toi? C'est lui qui trash talk. moi, je réponds moi. Lui, il avait pas fait un petit truc comme ça là. Non, Toledo. non, ça c'était cette année où il m'avait dit que j'étais trop petit. Alors je fais 2 mètres quand même, donc bon, c'est chiant. Mais c'est juste de la compète, et au contraire, moi je trouve qu'il faut prendre ça comme un compliment. C'est une preuve de respect, et c'est exactement ce qu'on veut installer avec l'équipe de France. Est-ce qu'il y a eu du coup de démo? Est-ce qu'il y a eu un peu de trash talk à Tokyo? À Tokyo? Ouais. Ah ouais, fort. Beaucoup? Sérieux? Ouais, fort. Entre qui et qui, du coup? Ouais, d'équipe à équipe, quoi. D'équipe à équipe, mais en plus, il n'y avait pas de. Tu sais, le trash talk quand la salle est vide. Sans public. Ah ouais. Ouais. ça s'entend- Alors, même ça si la s'entend finale beaucoup. n'était pas vide, hein, pour le coup, il y avait vraiment du monde, mine de rien, parce qu'il y avait tous les Les gens du Les village. journalistes, tout le monde tous les avait réussi à bénévoles, tout gratter. ça, là, donc au final, c'était quasiment plein. Mais bon, les consignes, c'était clairement se taire, donc tu pouvais vraiment tout entendre, et ouais, ça a pas mal parlé. Ouais. Et alors, est-ce que ça a été, comment dire, sur le moment, ça a été spontané ou c'était un peu anticipé pour essayer de faire dégoupiller l'un ou l'autre? Au De JO? votre part, de la part de l'équipe de France. Non, c'est juste après, les Américains, ça fait partie de leur culture. Et nous, clairement, on allait reculer devant personne. Donc c'est plutôt eux qui ont attaqué là-dessus, quoi. Mais c'est pas nécessairement faut comprendre la façon dont ils le font. C'est pas nécessairement une attaque personnelle. Mmh. C'est quelque chose qu'ils font vraiment Naturellement. C'est leur Ouais, façon de jouer au basket. C'est ça. Et donc, ouais, surtout qu'il y avait Draymond. Enfin, tu l'ouvres, nous, on va l'ouvrir aussi, quoi. Bon, ça promet quand même pour les prochains matchs, Mais, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que tu penses que dans leur tête, alors pour l'instant on est très loin de 2024, les joueurs ne savent même pas s'ils seront dans l'équipe à Team USA, mais est-ce qu'ils font pas un peu dans leur falzar en disant on va chez eux à Paris, c'est peut-être la meilleure équipe de France jamais de l'histoire, est-ce qu'ils sont pas à l'abri de se faire attraper? Est-ce que c'est pas l'année en 2024? Alors, il y a beaucoup de respect pour l'équipe de France. Je sais que Coach Pop et les joueurs étaient vraiment très focus pour nous battre. Après, s'ils pensent un truc en venant à Paris, c'est bien manger. C'est pas joli, c'est vrai. Non. Je te garantis que non. Ils sont déjà en train de choisir l'hôtel parce qu'on sait que Team USA n'est pas Jamais au village, au village. pas au village Ils sont olympique. pas au village. Après, si on parle des JO 2024, même si c'est un peu loin, c'est vrai, l'actualité la plus récente, maintenant qu'on sait que vous n'allez pas jouer dans le hangar de la Porte de Versailles, ça serait éventuellement de délocaliser les matchs de poule à Lille. Je suis pas sûr que ce soit la solution qui vous plaît le plus, non, Evan? Moi, en vrai, ça commence à me gonfler de parler de Paris. C'est dans 3 ans, enfin, c'est dans 2 ans. Entre-temps, il y a le championnat d'Europe, il y a la Coupe du Monde. Franchement, ça me saoule d'en parler. Je trouve qu'on envoie une super mauvaise image par rapport aux autres compétitions, en fait. Et pour revenir à Paris, écoute, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, donc on jouera là, on jouera, c'est tout. Alors, il y a l'Euro, ce sera sans Nico Batum, sans Nando De Colo, et toi, tu y seras à coup sûr. Rudy, il s'est pas encore prononcé. Est-ce que... Tu le harcèles ou tu vas attendre la fin des playoffs pour le... Non, je le laisse tranquille. C'est pas parce que je vais l'appeler que ça changera son avis, donc... Rudy, c'est un grand garçon. Même si dans ta tête, toi, t'as pas été champion d'Europe, c'est une médaille qui te manque. Ouais. Tu vas quand même, peut-être si Rudy est dans l'expectative, tu vas quand même essayer de le chauffer pour dire eh, viens, on n'a pas été champion d'Europe, viens faire ça avec moi. Mais non, mais de toute façon, bien sûr que à un moment donné, quand il sera tranquille et quand il sera à Paris et qu'on va manger un coup, bien sûr qu'on en parlera, mais je vais pas aller le texter. Oui, pour, bien sûr. Tu vois, mais voilà, Rudy va rentrer en France bientôt, peut-être. Bientôt peut-être, ça lui donnera le temps de se reposer, mais c'est là où on en parlera tranquille. L'or avec l'équipe de France, c'est un objectif, clairement. Bah oui, bien sûr.
Bien sûr. quelle que soit la compétition, à chaque fois. On rajoute qu'il y a un gros chantier sur la ligne extérieure parce que out Nicolas Batum, Nando De Colo, donc ça va forcément ouvrir Vincent Collet à beaucoup de réflexions. Et on parlait de Evan qui n'avait pas forcément beaucoup le ballon en main avec les Knicks. Je pense que ça peut être une donne assez importante pour l'Euro en Allemagne. Là, pour le coup, tu vas te régaler. Ah, je vais tirer 30 fois par match. Ah, ils le savent. Et il va envoyer un message à RJ Barrett. Et je vois c'est quoi le feeling en fait de shooter 30 fois par match. Ça serait quoi aujourd'hui avec les différentes absences ou incertitudes? Après, tu peux le voir. 5 le 5 des Bleus, ça va être quoi? Non, mais je sais pas, à peu près, hein, c'est pas pour. Non, parce qu'il faut voir aussi qui va s'en coller. Je pense que Théo Malédon va rentrer dans le groupe. Le petit Kylian Hayes va aussi être testé. Je pense que peut-être il y a une opportunité pour Timothée Luaou d'avoir un rôle bien plus important. Il y a Gershon Luaou qui a été capital aux Jeux Olympiques. Voilà, peut-être un petit Kylian Tilly sur le poste 4. Donc il y a des garçons qui vont avoir leur chance. Mais Il y a un vivier, c'est ça qui est intéressant. mais après, tu me demandes un 5 majeur, Pierrot. Non, mais tu pourras à peu près avoir une idée de l'équipe. Je pense qu'Evan sera dans le 5. Ouais, c'est possible. Voilà. je vais mouiller un petit peu. Qui sera capitaine d'ailleurs de cette équipe puisque Nico sera pas là? On le sait ça ou pas? Tu as une idée, Evan? T'es un gars du brassard, toi, t'aimes bien? Pour moi, ça n'a pas d'importance. T'en fous? Ouais, franchement, c'est pas quelque chose. Je trouve que c'est pas. Le capitana au basket, c'est pas comme au foot. Tu vois, au foot, il y a un truc, il y a un vrai symbole, tu mets le brassard, quand tu sors, tu le passes, etc. Au basket, c'est le terrain qui compte. Donc, au final. Après, secteur intérieur, il va y avoir des choix importants à faire quand même pour Vincent Collet, non? Parce que derrière Rudy, il y a beaucoup de joueurs qui prétendent y être. Oui, Moustapha Fall, encore un exemple fantastique. Vincent Poirier, il y a du monde, hein, t'es pas à l'abri que. Ce sera pas très différent de Gio. Hein. Ouais, pas sûr. L'équipe sera pas très différente. Hein. Il y aura 2-3 arrivées, des jeunes max, quoi. Mais sinon, l'équipe sera plus ou moins pareille. Hein. Et vous avez retrouvé la Slovénie, hein, si je dis pas de bêtises. En poule. L'Allemagne aussi. Dernier match de poule, ouais. Avec Doncic le fait. Je me tourne vers Stephen parce que c'est. Je sais pas, je l'ai appelé hier pour dire l'attaché de presse de Luka Doncic. Congrats for your games, Luka. Are you coming to Eurobasket? Il m'a pas répondu encore. Il reste quelque chose de ce match. On parlait de rivalité avec les Américains, mais entre la France et la Slovénie, il y aura une revanche à prendre, tu penses, chez les Slovènes? Ouais, bah oui, bien sûr. C'est normal. Mais... Tu sais que c'est grâce à Nicolas Barthes que vous avez gagné. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit qu'il avait trash talk Luka Doncic. Non, c'est vrai. Il avait pété un plomb, Lucas, en plus. Non, c'est vrai. Ouais, je me rappelle très bien qu'il m'a dit ça, ouais. Notre kiné, Nico Barthes. Mais Slovénie-France, ça peut devenir en Europe une grosse affiche. Ouais. Presque le nouveau France-Espagne, quelque part? Non, parce qu'on s'est fait taper pendant 10 ans par l'Espagne. Donc, non, je pense pas. C'est le champion d'Europe en titre. Hein. Basket Time avec Evan Fournier. On va passer à la partie historique et on va donner la parole à Evan. Spreads it to Parker in the corner. Parker again, another jump shot, same result. Smooth touch by Tony Parker. We can't be seeing Tony Parker time. Vucevic with a catch. He'll turn, fire. He drilled it! Pure magic! Rebound number 20. Big man, take it home! Go Bear! Oh my goodness. Inbounds to Vucevic. Turnaround, fall away shot. He drilled it! The Magic win! O'Quinn with the pass back to Oladipo. An acrobatic left to right reverse is good. Alors avec Evan, on va faire le meilleur 5 possible de tes coéquipiers. Attention en club, hein. On va mettre l'équipe de France de côté parce que sinon c'est un peu trop facile, non? Ouais, et puis il joue encore et puis il va pas frasser non plus ses coéquipiers. Il y a eu Nanterre et Poitiers. Je sais pas s'il va en rester beaucoup de ces Pascal Deladieu comme coach. Pourquoi pas? Yann Devea, Cédric Gomez. 2 saisons à Denver, 7 à Orlando, un bout de saison à Boston et puis New York. Vas-y Evan, je t'écoute. 5 majeurs, tu dis? Ouais. Alors, en meneur, je vais mettre mon vétéran, qui s'est bien occupé de moi, André Miller. Dédé. Ah ouais. Dédé la malice. Il était vraiment génial. En poste... ah ouais, non, je peux pas me mettre du coup. Ah si, tu te mets, toi. Je me mets dedans? Je sais pas... Oui, non, je c'est pas non. Non, allez, je me mouille, je mets quelqu'un d'autre. Allez, je vais mettre en poste 2, le premier pro qui m'a vraiment impressionné, je vais mettre Michael Riley quand j'étais en Pro B. À Nanterre. Le mec, il avait un cardio tous les lundis matins. J'ai fait une saison avec lui. Tous les lundis matins, on faisait séance cardio. 30 et compagnie. 30, sachant qu'il avait fait des bons week-ends, hein, Michael en général. J'allais dire que la veille, c'était sûr qu'il s'était mis une caisse. Oui. Petite caisse la veille, il faisait ça avec un chewing-gum. Petit paquet de Malbec le dimanche. Ouais, c'est et ça. arrivé le lundi où il français tout le monde. Exactement, ouais. Donc je le mets en 2.
En poste 3, je vais mettre André Iguodala. Pareil, mon vétéran. Les deux vétérans qui sont très bien équipés de moi. En 4, je vais mettre mon gars sûr de Poitiers, Pape Badian. Ouais, c'était un peu mon mentor. Qui nous a équipés, Pape. Le premier vraiment joueur pro qui m'a vraiment impacté dans ma vie hors du terrain. Et en 5, je vais mettre la gobe. Mais ouais, t'as dit que Dans le club. pas équipe de France. Vooch. Bah, Vooch, ouais. Ouais, bon, bah, vas-y, Vucevic. ouais, Vooch, ouais. Est-ce que vous aviez d'autres noms? Est-ce que vous aviez mis de côté d'autres noms, messieurs, sur Ouais, les clubs après, d'Evan? Evan a mis de Il a mis du l'affinité cœur, il a mis du cœur dans ça. et de l'amour. Après, il a joué avec des joueurs fantastiques. Je sais pas, il a côtoyé Tobias Harris, Oladipo, Aaron Gordon, Tatum. Victor Oladipo, Tatum, Jalen Brown sur des courtes séquences, mais ça reste quand même des Mais joueurs, des coéquipiers des quand joueurs en norme. Ouais, ouais. Ouais, j'ai fait un petit 5 majeur de Oui, l'amour. le cœur Ouais, avant le cœur. tout. C'est un gars du cœur, Evan. Toujours. Marqué quand même par ton passage à Denver, du coup, hein, même si tu as passé beaucoup de temps à Orlando, tu nous as quand même cité deux joueurs de. Bah, de c'est marquant, Denver, tu sais, quand tu passes tes premières années en NBA et que tu découvres tout et que au début tu galères et puis tu finis par faire ton trou, c'est marquant. C'est une période de ta vie que tu n'oublieras jamais, quoi. Donc forcément, ouais, c'est un peu le début de ma carrière là-bas, quoi. Tu mets qui comme coach pour ce 5 du coup à Comme l'effectif coach. Alors j'ai eu George Karl, Brian Shaw. J'en ai eu Clifford, des non? coachs, hein, mine de rien. Clifford. J'en ai eu. Ouais, Clifford. Je mets Cliff. Mhm. Un petit commentaire, Fred, sur cette équipe? Encore une fois, du cœur. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Et Pape Badian, franchement, pour l'avoir côtoyé aussi, c'était un mec en or. Et quel joueur dans ta carrière t'a le plus impressionné techniquement ou que t'as vraiment Je suis pas sûr particulièrement qu'il soit kiffé? impressionnable, Evan. Non, mais qui t'a pris En tant particulièrement de plaisir? que coéquipier, Ouais. en tant que teammate, bah sincèrement, c'est une question Ou difficile parce adversaire, que si tu veux, il n'y a pas de Il n'y a pas un mec un jour où tu étais sur le banc, je sais pas quoi, t'as dit waouh, lui c'est vraiment. C'est quand même. en tant que coéquipier, ma première année en Pro B, Xavier Corozine, les 3 points qu'il mettait, j'étais sur le cul. Mon Coro. J'étais sur le cul. Franchement, Ça je filoche, me suis dit, ah, c'est ça un shooter. Ok, c'est ça. Après, je suis arrivé en NBA. Putain, des fois, j'ai vu Aaron Gordon me mettre des dunks. Ouais, je te jure, il avait la tête à l'arceau. J'ai dit, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est. Toi aussi, tu l'as eu la tête à l'arceau au moment, non? Ouais, en poussin. Non, bah après, c'est vrai qu'avec ton caractère, comme le soulignait Steve, on t'imagine pas forcément impressionné par quelqu'un, mais bon, t'as la chance quand même de jouer mais il y a avec des et joueurs face qui sont- aux meilleurs joueurs du monde. Il y a des joueurs. Non, mais là, je parlais juste de mes teammates. Oui. Mais il y a des joueurs. Bah, c'est con, tu vois, mais c'est pas forcément les meilleurs joueurs. C'est-à-dire que plus tu le joues, plus un Kevin Durant, en fait, c'est un extraterrestre parce qu'il a une gamme technique incroyable, mais c'est surtout le fait qu'il fait ça en faisant 2m10. Ouais. C'est ça qui est extraordinaire. Mais si on parle réellement de bagage technique, c'est Kyrie Irving. Kyrie, et- c'est incroyable. Non, c'est Kyrie. Ouais, clairement. Kyrie Irving. Si on fait pound for pound. Ball handling et tout ça, c'est déjà ouais, vu. si on fait pound for pound, le meilleur basketteur, c'est Kyrie. Finition, layup, 3 Et points. en parlant d'être impressionné, Victor Wembanyama, tu l'as regardé un petit peu, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'ai vu ses lights. Bah, son surnom de l'unicorne, un peu, c'est. Enfin, je sais plus comment ça se dit en français. Unicorne, licorne. La licorne, ouais, c'est ça, ouais, ça lui va bien, mais forcément, le plus gros potentiel qu'on n'a jamais vu en France, Clairement. très clairement. Ah, le plus gros potentiel qu'on a jamais vu en France. Ouais, clairement, ouais. Est-ce qu'il est prêt pour la NBA parce qu'a priori, c'est pour. Laissez-lui du temps, les gars, laissez-lui du temps tranquillement de se développer, laissez-le dominer l'Europe. Mais si j'ai l'occasion de le rencontrer, de le côtoyer, pourquoi pas dès cet été même, je pense que c'est important qu'il comprenne qu'il faut d'abord qu'il se fasse dans la raquette, parce que sur tous ces highlights, je le vois juste faire des 3 points, des step back, des trucs. Ce sera important dans son développement de le faire pour devenir un joueur exceptionnel, mais il faut d'abord, en tant qu'intérieur, il faut que tu domines l'intérieur, sinon tu te transformes En Porzingis. en Porzingis, même si c'est un bon joueur. Oui, il fait même s'il fait une bonne carrière, tu sens qu'il y a comme un refus du sentiment duel à l'intérieur. Ouais, un mec à 2-20 qui a 7 rebonds de moyenne, c'est. si tu veux vraiment exploiter tout ton potentiel, il faut d'abord que tu domines l'intérieur et après que tu t'écartes. Qu'est-ce qui est prévu là pour cette saison? C'est qu'il continue avec Lasvel, Arnaud? On l'annonce plutôt pour la draft 2023 pour d'accord. Victor Wembanyama, donc effectivement continuer son développement. Il y a de plus en plus de minutes là avec Lasvel et encore le revoir un peu en Euroleague la saison Mais prochaine. tu l'imagines en équipe de France cet été, au moins Il peut être appelé dans un groupe élargi. Ouais, je pense qu'on va le voir. Je sais pas s'il fera partie de l'équipe, je pense qu'on va le voir.
On va pas se mentir, hein, si la gobe bien passe, ça ouvre une place. Hein. C'est plus raisonnable comme ça, non, Stephen? Oui. Après, pour Victor Wembanyama, j'ai envie de voir Victor Wembanyama à l'image d'un Luka Doncic arriver en NBA en ayant des références en Europe. En fait, Luka Doncic, il a froissé l'Euroleague à 18 ans. Il arrive en NBA avec un vrai statut, un vrai background. Quand on voit aujourd'hui les jeunes Français, je sais pas pour leur taper dessus gratuitement, mais qui n'ont pas dominé même le championnat de France, arrivent en NBA. Ben, parfois, Après, c'est tentant aussi. Hein. Quand la NBA t'appelle, c'est tentant de il n'y a aucun souci là-dessus, bien sûr. Allez, on va terminer avec le quiz. Anglais facile et rapide. De nombreux mots anglais sont identiques ou similaires aux mots français. La différence est la prononciation. Hey, guys, come on, help me. What are we doing here? Congratulations on getting your exam. Voilà, oui. Ah, c'était juste pour se foutre de ma gueule, ce jingle, c'est ça? J'ai l'impression. Sur l'accent. Ok, c'est vrai que la semaine dernière, je vous ai fait une citation en anglais. Bon, bah, écoutez, c'est comme ça. J'ai fait très sobre cette semaine. Et qu'est-ce qu'on fait comme équipe? Evan, Comme tu d'habitude, veux jouer avec qui? Il veut gagner, donc il C'est veut quoi, être c'est avec un qui quiz? Un quiz 2 contre 2, vite fait, bien fait. Vite fait, bien Vas-y, fait. j'ai envie de taper Stephen sur son terrain, donc Alors, vas-y, viens, fais les Mavs. Les Mavs, Ouais. c'est-à-dire, tu te mets avec qui? Bah, je suis contre Stephen. Contre Stephen. Ouais. Très bien, allez, on va te mettre avec Fred. Ouais, avec Fred. Evan et Oh, merde. Fred. Allez. Sur les Mavs, hein. Non, mais t'inquiète Ah, pas. c'est pas sur les maps. Non, c'est pas sur les maps, c'est actu. Global, Actu actu. Ah, Février. d'accord, je crois que. Ok, d'accord. Non. Ah, quand tu dis choisis ta team, c'est choisis Non, ton. choisis ton teammate. D'accord. Et puis, Pardon. sur les maps, tu me tapes pas, hein, je te le dis. Allez, c'est parti. Donc, les Nets sweepés en playoff par Boston. La dernière fois que c'était arrivé à Kevin Durant de prendre 4-0 en playoff, c'était quand? Ok, ici. Non, Les Warriors. Warriors, non plus. jamais. Jamais. Ce n'était jamais arrivé. Bravo. Ouais, si on fait des Avec moi, Arnaud. questions pièges en plus, là. Avec moi, non? Oui, je suis Ah avec toi. Oui, c'est c'est vrai. Arnaud avec Stephen, t'as été sauvé par un coéquipier. Oui. Ça n'était jamais arrivé. Non, mais Et c'est jamais arrivé que LeBron et Kevin Durant ne gagnent pas un match de playoff. c'est quand même, Ouais, il y a pas fait les playoffs, c'est LeBron, c'est quand même remarquable. C'est-à-dire que on a quand même une différence de niveau qui n'était pas supposée être celle-là quand même entre Boston et les Nets, non? Il s'est passé un truc Bah, c'est fou. comme on le disait, le classement, au final, tu te dis que c'est logique. Hein. 2 contre Le 7, 2 contre 7, voilà, Pierrot. C'est la vie. ou- C'est la vie, c'est très bien. On avance. Alors, Ja Morant, Ouais, qu'est-ce qu'il a? Most Improved Player. Oui. C'est prononcé correctement? Most Ça va, ça vous va? improved. Vas-y. Improved, Ouais. pardon. Quel est le joueur qui a été MIP puis MVP dans sa carrière? C'est pas Boris. Ah, c'est pas Boris. Jokic. Il aurait pu. C'est finalement pas si compliqué, mais on a bien regardé, il n'y en a qu'un seul. James Harden. Kawhi Leonard. Curry. Ni l'un ni l'autre. MIP et MVP. Ouais. C'est très récent. Sérieux Hein. Mhm. Yanis Giannis. Giannis Oh, fuck Antetokounmpo qui a été Most Improved Player en 2017. Donc, Fred, bravo. T'apportes un point à ta team, ça fait un partout. C'est rare. Je préfère te le dire, c'est rare. Je vous donne une déclaration, vous devez trouver l'auteur. Je l'ai eu. C'est une chose que je voulais faire en fait. Je l'ai mis sur ma liste et ça, c'est cool. Tu peux le dire en anglais, s'il te plaît? Ah là, non. Je l'ai eu. I got it. Ouais, je l'ai eu. Il voulait lui faire, il lui a fait. Hein. C'est quelque chose que je voulais faire. Je l'ai mis sur ma liste, donc c'est sympa. Il lui a fait et c'est pas le premier. C'est quelqu'un, il a dunké sur quelqu'un. Non, c'est pas un dunk. C'est une interception. Il a volé le ballon à qui? À qui il a volé le ballon? Sa spéciale, il lui a fait. Ah, mais c'est CP3 qui s'est fait voler le ballon par. Alvarado. Alvarado. La passe de l'adversaire, Fred. Tu l'avais. Je retrouvais plus son nom. Ah là là, José Mais il l'a Alvarado. essayé une fois et ça n'a pas marché. Exactement. Après, Et il l'a eu. surtout, il l'a vu venir. Il lui a- et Phil il a- Bell, il a- il il disait, dégage. tu m'as pris pour un bouffon. Il a dégagé et puis un peu plus tard dans le match, il lui a fait. Insupportable. Il est relou, lui, hein. Alvarado. Ah, c'est Tu sais insupportable. qu'il va se cacher, il fait semblant de parler à Ouais. des potes sur son banc, et après il revient comme ça, en sneaky. Il te l'a fait ou quoi? Il a essayé ou pourquoi Non, tu dis insupportable? Non, parce qu'il ne joue pas encore. Mais juste voir l'action, ça m'énerve. C'était comme un rat, tu vois. On dirait une histoire de John Linehan un peu. Ouais, mais Alvarado. franchement, je suis surpris parce que il sortit de nulle part, c'est un bon joueur. Ouais. C'est un bon joueur. Il y a Allez, du cœur. hein. Encore une déclaration. Donc là, il y a 2-1 pour l'équipe donne. Arnaud Stephen. Ok. Donc les gars, faut égaliser maintenant, hein, sinon c'est. On c'est essaye cuit, hein. là. Donc la déclaration est la suivante. Mes coéquipiers hein, prennent tellement de plaisir à me siffler. Honnêtement, je trouve ça hilarant. Grayson Allen, excellent. boom. Solide. Excellent. solide. Ah, c'est- Solide. C'est sorti, ça a fusé. Nothing but net. Grayson Allen, donc tellement sifflé par le public de Chicago que ses coéquipiers Eh oui. se sont mis à le siffler Oui. pour chambrer C'est pourquoi il est sifflé par le public de Chicago? parce qu'il a blessé Caruso. Alex Caruso. Voilà. Donc tout va se jouer. Ah là, je pense Match point? match point. En plus, je pense que c'est assez facile, mais il
Faut pas se tromper. Et ça peut aller très vite. Question de rapidité. Alors, question culture de la NBA. Hein. Oh. Donc, Doc Rivers a passé les 100 victoires en playoff. Il en est à 101. Il est le 4e coach avec le plus grand nombre de victoires. Est-ce que vous pouvez me donner les 3 premiers? Les 3, je veux les 3. Alors, allez-y. Phil Jackson. Vous me donnez les 3, allez-y. Pop, Phil, Don Nelson. Pat Riley. Pat Riley. Phil Jackson. Popovic. Et Popovic. Voilà, Pat Riley. Et c'est nous. Phil Jackson. Non, c'est égalité. Et Popovic. Je sais pas qui donnait le point. J'ai pas d'autres questions, donc je donne la victoire à notre invité Evan Fournier. C'est comme ça. 2 victoires de suite. Respectable. C'est normal, non? Oui, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, Evan. Merci à vous. Merci Bon été avec les Bleus. C'est gentil, merci. Et à très bientôt sur RMC. RMC Basket Time.